Il y a discussion pour savoir si La Tapisserie de Bayeux, qui est derrière moi, est la première bande dessinée au monde ou pas. C'est clair que c'est une des plus anciennes, et c'est dans les anciennes bandes dessinées, une de celles qui est le plus de la bande dessinée telle qu'on l'entend maintenant. On a un ruban de 70 mètres qui faisait le tour avant de la cathédrale de Bayeux, qui maintenant est ici, qui raconte une histoire en continu pendant 70 mètres. Vous imaginez l'avancement narratif de tout ça. On a une vraie narration, on a une vraie histoire qui évolue, des vraies cases qui s'enchaînent. Parfois, on a un mouvement décomposé en plusieurs images, et on a le texte au milieu de toutes ces images. On est vraiment dans une bande dessinée. Bon, à part qu'elle est brodée, mais à part ça, c'est de la bande dessinée, il n'y a pas de doute. On est vraiment à la fin de la tapisserie. L'armée de Guillaume le Conquérant va attaquer l'armée de l'usurpateur en Angleterre. Notre arbre qui fait limite, un cheval à l'arrêt, un cheval qui commence à avancer, des chevaux qui avancent, qui avancent, qui avancent. On voit une vraie cavalcade qui se met en place en animation comme ça, c'est très étonnant, et qui va se heurter, grande réussite narrative, à un ensemble d'hommes tout droits qui font une sorte de mur, et on sent bien le choc avec les flèches qui volent partout, etc. C'est vraiment une grande réussite de narration. Jusqu'à maintenant, de chaque côté de la tapisserie, on a des illustrations avec des animaux merveilleux, des chimères, etc. La bataille a commencé et ça tourne à la boucherie gigantesque instantanément, puisque tout le bas de la tapisserie est rempli de corps décapités, en sang, etc. On a en bas les petits personnages qui se font dépouiller de leur cotte de maille et qui se retrouvent nus. On est vraiment dans un récit finalement assez réaliste, puisqu'on nous décrit le sordide de la guerre. Comme on le voit, les enfants adorent jouer à la guerre. Il y a un truc chez l'humain là-dessus. Je ne suis pas le dernier à être fasciné par cette espèce de mélodrame comme ça, nation contre nation, peuple contre peuple, homme contre homme. C'est sûr que mis après, un peu plus proche de la réalité, et Dieu sait que dans la région où on habite, on en voit les traces de la guerre, on a un petit peu moins envie de jouer à la guerre. Ça, c'est sûr. Mon rapport avec la guerre, il est finalement... je dois dire que je pense que j'ai été assez mal éduqué à l'école sur la guerre. C'est-à-dire qu'on m'a parlé de la guerre, on m'a montré les horreurs, mais c'est resté très éloigné. Même vu Nuit et brouillard, je n'ai pas vraiment compris ce que c'était que l'horreur du crime nazi, etc. C'est vraiment des choses qui sont venues beaucoup plus adultes, plutôt finalement en lisant de la philosophie, en lisant des essais, en découvrant Hannah Arendt, en discutant avec des amis, que j'ai vraiment réalisé la portée ignoble de tous ces actes, qu'on puisse envoyer par exemple des millions d'hommes à la boucherie. Donc oui, la guerre, c'est pas quelque chose qui me laisse indifférent maintenant. Quand j'ai fait Universal War One, le titre, c'est un gag au départ. On était chez moi avec Patrick Pion et on cherchait un titre pour mon histoire. Et Patrick a sorti en rigolant appelons ça Universal War One. Et puis c'est resté. Je vais assez loin en détruisant la Terre. C'est l'image absolue du génocide, celui de toute l'espèce, et pas seulement de pseudo-race comme certains nous l'ont dit. Oui, c'était l'image un peu indispensable. C'est l'image de la planète des singes, entre guillemets. On y est tous restés. Je m'inscris clairement dans la tradition de l'excellent roman de Boulle et de l'excellent film. J'ai toujours lu de la SF, aussi jeune que je me souvienne. Alors vraiment la petite enfance, je me vois dans les greniers de maison en train de dévorer les Jules Verne. Alors c'est vrai que cette science-fiction entre guillemets de jeunesse, elle a abouti après à une science-fiction d'adolescent. J'ai découvert Asimov, j'ai découvert Van Vogt, les grands récits épiques de l'âge d'or américain. Et puis, bon, en continuant un peu plus vieux, on découvre Philippe K. Dick, Frank Herbert, puis une science-fiction plus pointue, plus politique, etc. Donc c'est vraiment des milliers d'heures de lecture, et je suis un auteur de science-fiction littéraire, il n'y a aucun doute. J'ai peut-être lu 2000 ou 3000 bouquins de SF, quoi.
C'est clair qu'on met souvent sous le terme de SF beaucoup de choses. Pour moi, la SF, la science-fiction, c'est un genre politique. L'heroic fantasy, c'est le merveilleux. On est dans la suite des légendes. Finalement, on est dans des quêtes. Le jeune truc va sortir de son pays pour aller chercher le Graal machin. Tout ça, finalement, pour devenir un homme comme son père. Donc, on est dans la quête psychanalytique, souvent. C'est un genre très individuel. La SF, je pense, la bonne SF est un genre politique. On parle de la société. Où vais-je, où va la société, où va-t-elle terminer, parfois, etc. Si on marche sur la tête maintenant, en expliquant que dans 100 ans, on marchera encore plus sur la tête, on parle que du fait qu'on marche sur la tête maintenant. C'est une sorte de loupe grossissante sur nos défauts actuels. On les propulse dans le futur, par exemple dans le cas d'anticipation, ou dans l'espace, etc. Et on obtient tout de suite une vision beaucoup plus claire de ce que l'on est maintenant. C'est bien une littérature politique et sociale. C'est, je pense, la série de science-fiction incontournable pour qui aime la SF. En bande dessinée du genre, on n'a pas eu ce type de narration très réaliste en fait, parce qu'on n'est pas dans une création avec des gros monstres qui attaquent la planète. On est vraiment dans une saga humaine, avec une dimension humaine, donc on est très proche de la littérature des années 70. Pour moi, c'est mon point de vue. On est plus près de ces auteurs Kadik ou ce genre d'auteurs qui étaient capables de créer autour de l'homme des histoires fantastiques et de science-fiction. Je suis d'une famille de tradition catholique, particulièrement du côté de la famille de ma mère. Mais mon père est un fervent catholique aussi. J'ai fait mes études chez les oratoriens dans une école donc, catholique qui était dirigée par mon oncle curé et par mon père directeur. Donc c'était vraiment la culture catholique est un fondement familial chez moi. Il s'avère que à la fin de mon catholicisme commençait à dériver vers des choses assez intégristes, on va dire. Et j'ai été à la croisée des chemins de lectures un peu dangereuses. Et coup de chance, dans ces lectures dangereuses, j'ai lu Nietzsche, qui m'a fait perdre la foi. Mais vraiment, littéralement du jour au lendemain, dans Ainsi parlait Zarathustra. J'ai soudainement, Ainsi parlait Zarathustra est une sorte de parodie de la Bible en fait. Nietzsche a écrit une Bible, un récit mythologiquement fort, destiné à apporter des idées. Et en lisant ce livre, j'ai réalisé à quel point la Bible était une construction humaine et absolument pas une construction divine, comme j'avais pu le penser pendant mon adolescence. Et ça a vraiment été une vraie rupture. Et j'ai totalement perdu la foi, je suis devenu athée, et même à l'époque, on va dire, relativement anticlérical, puisque j'avais l'impression de m'être fait copieusement tromper. Alors c'est une maison de chanoine ici, ça se voit, c'est une vieille maison qui a beaucoup de charme.
Kalish, c'est incroyable. Si j'ai bien compris, il y a le secret de la téléportation instantanée sur cette petite carte mémoire. C'est une des plus grandes découvertes de l'histoire. Nous pouvons voyager dans le temps. Les débuts dans la bande dessinée, c'est les fanzines. C'est-à-dire que j'étais un petit gars dans sa province qui n'avait pas de contact avec le milieu professionnel et les premiers contacts que j'ai eus, c'était avec les fanzines, qui sont les magazines de fans. À l'époque, il y en avait beaucoup, principalement en photocopie. Certains étaient quasiment professionnels en même temps. Certains critiquaient la bande dessinée, d'autres publiaient des bandes dessinées de jeunes auteurs. Moi, la première que j'ai connue, c'était Scarce, qui était un fanzine de critique de bande dessinée américaine, de comics, book, principalement de super-héros. Et comme j'étais fan de comics, j'ai eu l'occasion de les rencontrer au Festival de Saint-Malo. Et donc j'ai commencé à mettre le pied dans le début de la production comme ça. Alors j'ai rencontré Denis Bajram la première fois dans une cafétéria vers le centre Beaubourg. Et je crois qu'il avait pris une glace, ce qui est moi rien, j'avais pas de sous. C'était pour une des réunions du fanzine Le Goinfre, auquel je participais très occasionnellement. Et à l'époque, il ne devait pas encore être rédacteur en chef du Goinfre. Il faisait déjà plein de pages, plein de trucs. C'est le souvenir que j'en ai, il parlait beaucoup. Il était super entreprenant à ce moment-là déjà. Et après, on s'est vu plein de fois parce qu'il est devenu rédacteur en chef de ce fanzine. Il y avait Colonel Moutarde à ce moment-là. Il y avait qui ? Il y avait Liberge, dans les auteurs qui ont fait des choses. Et puis après, donc, il est devenu le rédac chef de ce truc-là. On a fait 2-3 numéros ensemble et après moi j'ai arrêté. J'avais plus l'énergie, mais lui par contre il était vachement motivé, quoi. À l'époque, je payais pour publier mon art. C'est-à-dire que faire un fanzine, c'est mettre de sa poche quand la caisse est vide, et la caisse est toujours vide. Donc le peu d'argent que j'arrivais à grappiller l'été en démontant des sièges dans des salles de cinéma ou autres bêtises, repasser dans le fanzine pour payer l'impression, etc. Donc c'était vraiment une vraie passion. C'est pour ça que je descendais en stop à Angoulême. Il n'y avait pas les moyens d'envisager de prendre un billet de train. J'ai dormi les 2 premières années dans les parkings souterrains de la ville. Alors c'est une maison de chanoines ici, ça se voit, c'est une vieille maison qui a beaucoup de charme. Les chanoines, c'est les prêtres réguliers qui veillent sur la cathédrale. On est tout près de la cathédrale. Les chanoines se réunissent en fait pour gérer la cathédrale dans ce qu'on appelle le chapitre de la cathédrale. Donc on a appelé cet atelier l'atelier du chapitre. Alors mon premier atelier, à part les fanzines qui était une sorte d'atelier mobile, ça a été avec Mathieu Lefray. C'était à Paris, ça a commencé en... C'est difficile à dire, je dirais 91, 92, et puis ça s'est fini en 95, 96 quand je suis parti à Angoulême. Où là j'ai rejoint un atelier constitué depuis peu de temps, qui était le Sanso. Gros atelier, puisque on était déjà quasiment 10, je pense, quand je l'ai intégré. Ensuite, de Sanso, qui était un peu bruyant à cause de tout ce monde, je suis passé à l'atelier Anthropique, toujours à Angoulême. Moi-même, j'avais comme projet de remonter à Paris. Je suis remonté à Paris, où j'ai recréé donc un atelier avec Mathieu Lefray. Nous ont rejoint à ce moment-là Patrick Pion, Alex Alice, toute la petite bande comme ça des Parisiens qui bossent sur les mêmes choses. Cet atelier-là s'est fini... sur des histoires de fesses d'un certain côté, parce qu'il y avait aussi des femmes qui traînaient par là, et sur une histoire de fesses de ma part, puisque je m'étais marié entre-temps, et j'avais envie de travailler avec mon épouse, Valérie. Donc on s'est installé avec Valérie toujours à Paris, mais dans l'ancien appartement de Mathieu, en fait, qui est le petit, qu'on a appelé Atelier Saint-Julien-le-Pauvre. Ensuite, on est parti en Belgique, petite envie de voyager. On s'est installé au centre de Bruxelles. Ça, c'était l'atelier de l'Étuve, parce qu'on était rue de l'Étuve. Et puis finalement, on a décidé de rentrer en France, puisque les Belges s'entre-déchirent, et puis on avait envie d'intégrer la mouvance sarkozienne. Non, pardon. Et donc, on a ouvert un atelier à Bayeux, en Normandie. Alors, c'est une maison de chanoines ici, ça se voit, c'est une vieille maison qui a beaucoup de charme. Denis Bajram est arrivé pratiquement au tout début de l'atelier, alors débauché par Alain Hérol. Il est arrivé de Paris pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'il avait décidé d'intégrer l'atelier, communauté d'auteurs, afin de pouvoir échanger des techniques, des savoir-faire. Et très vite, on a découvert que c'était quelqu'un de bavard, indispensable, qui n'hésitait pas à partager son savoir-faire avec des auteurs un peu moins reconnus, un peu plus en devenir, et surtout un très bon bricoleur. Au tout début à l'atelier, c'était entre le squat et enfin voilà, c'était presque un squat, donc il nous manquait plein de choses, des chauffages, l'électricité, etc. Et Denis, au-delà du discours, est aussi quelqu'un d'assez pragmatique et qui sait régler les problèmes assez rapidement. J'avais rencontré Denis Bajram à Paris aux éditions Delcourt et j'y avais vanté les mérites d'Angoulême, ville de la bande dessinée, parce qu'il y avait beaucoup d'auteurs qui vivaient
Angoulême. Et à l'époque, il y a déjà bien longtemps, il y avait beaucoup d'ateliers à Angoulême qui se créaient. Et c'était les débuts de l'atelier Sans Eau. Et donc Denis est venu à Angoulême, a débarqué à l'atelier Sans Eau, où il a mené un vent de staccanovisme et d'hyperactivité dans une ambiance qui était un petit peu ronflante jusque-là. Eh bien, j'ai rencontré Denis Bajram à Angoulême à l'époque où il travaillait sur sa première série Cryozone. Il était à l'époque à l'atelier Sans Eau. Et donc j'allais lui montrer des boulots comme ça de temps en temps. Et c'était quelqu'un qui était de très bons conseils. Oui, alors j'ai rencontré Denis Bajram par un ami commun en quelque sorte, c'est Mathieu Loffray, très grand dessinateur et qui travaillait dans un fanzine, très beau fanzine qui s'appelait Skers, avec Denis et qui partageait la même passion pour la bande dessinée américaine, pour la science-fiction, pour Star Wars, pour Alien. Donc on était vraiment sur un terrain de famille en quelque sorte. Et j'avais beaucoup apprécié le talent évidemment de Denis et puis surtout son talent, je dirais, narratif, sa façon de cadrer, très cinématographique. Donc tout de suite on a eu envie de travailler ensemble. Alors ce qui a été fort avec Denis, c'est qu'on a pu le faire travailler avec un remarquable scénariste qui est Thierry Kaito, qui avait créé quelque temps auparavant Aqua Blue avec Vatine et qui avait les mêmes références, les mêmes goûts. Donc aussitôt ils se sont entendus comme larrons en foire et ainsi est née une histoire d'horreur dans l'espace qui s'appelle Cryozone. Quand j'ai commencé UW1, on était au tout début d'Attaque, etc. La conscience altermondialiste, et on disait anti-mondialiste à l'époque, était à peine en train de naître, en tout cas en dehors des cercles politiques pointus. Il y avait dans le projet initial du W1 un discours clairement sur la montée de ce comportement totalement égoïste des êtres humains. Après, en vieillissant, parce que j'ai vieilli avec mon travail, commencé en 98, fini en 2006, on est quand même à 8 ans au sein d'un seul travail. J'ai un peu évolué. Je dois dire qu'au moment où j'ai fait le chapitre que j'ai prévu depuis le départ sur le sujet d'un capitalisme quasiment fasciste dans son triomphe sur Mars, j'avais moi-même un peu évolué par rapport à tout ça. Alors ma vision de l'homme, après, elle est assez complexe, on va dire. Il y a une chose dont je suis sûr, et c'est ce que j'affirme haut et fort dans le W1, c'est qu'on a une capacité à se détruire soi-même exceptionnelle. En fait, je fais de la bande dessinée comme un tout. J'ai beaucoup de mal à découper ça en étapes. On nous parle souvent de scénaristes, dessinateurs, coloristes, etc. Mais finalement, la bande dessinée, c'est un travail d'un auteur. Et pour moi particulièrement. Donc je fais... pour moi, quand je conçois un scénario, je suis déjà en train d'imaginer la planche finie. Ou en tout cas des morceaux de planche, des scènes, etc. Quand j'ai écrit le tome 1 du W1, j'avais déjà en tête les pages de l'expression de New York du tome 4, etc. Donc quand je fais de la bande dessinée, je pense ça comme un tout. En général, je fais quand même une structure, un squelette écrit, parce que c'est quand même plus facile de mettre ses idées par écrit que par dessin. Mais une fois passé ce squelette précis écrit, je scénarise déjà quasiment en BD. C'est-à-dire que je fais des brouillons de planches. Brouillon de séquence 5-6 pages, que j'affine après en brouillon définitif, que j'affine en planche. Puis cette planche, donc sur l'informatique particulièrement, ce brouillon je l'affine en planche. C'est même pas que je reparte à zéro. Je mets mon brouillon, je pose un calque dessus et je redessine un dessin plus propre. Puis il m'arrive de remettre un calque et de redessiner plus propre le dessin plus propre pour arriver jusqu'au dessin définitif. Et puis cette chose-là, je mets en couleur. Donc on est dans un flux tendu qui part de l'idée de la planche jusqu'à la planche publiée. Là maintenant, c'est un flux continu du début à la fin. C'est ce que j'aime beaucoup dans l'informatique. Alors Kalish, c'est moi, en plus gros, plus intelligent, plus violent, c'est moi en plus en fait, c'est la version extravertie de moi-même, mais il me ressemble assez. Mais il y a de moi dans tous les autres personnages, puisque par exemple Baltimore, le héros, c'est une figure un peu symbolique de ce que j'aimerais être à des moments, le côté grand con, grand cœur,
Il y a de moi dans les personnages de filles aussi. Je me sens assez proche même d'un Mario. Mario, c'est moi quand je vais mal, c'est moi quand je suis petit. Il y a quelque chose d'autobiographique dans le boulevard. Je connais Denis évidemment par son œuvre bande dessinée, mais je connais aussi par ses vies, parce que c'est quelqu'un qui est un peu comme un chat, qui a plusieurs vies. Après avoir été manager de Joy Division, il a facilité aussi la création du groupe Einstürzen Neubauten, en présentant Blixa Bargeld à Alexander Hacke. Il a par la suite été coiffeur de Nick Cave et il s'est tourné tout naturellement vers la direction générale de Hachette. Il a créé les premiers Apple G4 10 ans avant le premier G3. Ma biographie chez mon précédent éditeur dit que je joue dans un groupe bruyant et raté, mais en fait j'ai joué dans plusieurs groupes ratés et dans plusieurs groupes bruyants. Ce fameux groupe, c'était les Crotte-Monsieur, un groupe d'improvisation qui était fait à moitié composé quasiment de requins studio, des mecs qui jouaient beaucoup de musique et auxquels on était quelques autres à 7 juin. Et notre but était de ne jamais rejouer le même morceau, ni la même chanson, et de toujours que ce soit nos chansons à nous. Donc on avait un répertoire mouvant et indéfinissable. Ceci dit, au bout de quelques mois, on avait vraiment réussi à faire des concerts assez spectaculaires, on n'en revenait toujours pas nous-mêmes. C'est-à-dire que c'était un peu foutoir, mais extrêmement ambiancé. Quand j'étais aux Beaux-Arts, j'avais plusieurs choix devant moi. Où je continuais à faire de la musique, ça m'avait vraiment passionné, j'ai passé des mois enfermé à faire des mini-albums. Où je continuais ma passion d'enfance pour la bande dessinée, que je pratiquais toujours à travers le comics book à l'époque, ou bien alors je rentrais dans les ordres mathématiques et je reprenais des études plus sérieuses. Le choix maths a été vite abandonné, je dois dire que la musique ou la BD, ça a été long à choisir. J'ai finalement été vers la bande dessinée car c'est un endroit où on ne se montre pas. Alors c'est bizarre de dire ça dans un reportage où on est filmé, mais j'aime bien le fait qu'en bande dessinée on ne soit pas connu du public. Ce qui compte c'est l'œuvre. Et je dirais même que c'est pas l'œuvre que je fais moi, au sens où il y aurait des originaux, etc., mais bien l'œuvre publiée, l'œuvre finale. Il a créé les premiers Apple G4, 10 ans avant le premier G3. Ma passion pour l'informatique va jusqu'à la création de logiciels. En effet, je programme beaucoup à côté. Je dois coder généreusement mes 10-15 000 lignes de code par an. Pour différents projets, ça peut aller la contribution à des logiciels libres, partagés, ça peut être pour des moteurs. Par exemple, le dernier truc que j'ai fait cette année, c'est un bot, donc un robot numérique évidemment, destiné à surveiller nos serveurs de jeu dans notre clan de jeu. Donc ce bot est capable de détecter les tricheurs, les gens qui se comportent mal, les exclut, affiche ça sur notre site web, nous avertit sur les channels de communication, etc. Donc c'est un système assez sophistiqué d'intelligence très artificielle. Et l'action, c'était le stade au-dessus, c'était le stade syndical, et on a été quelques auteurs comme ça à vouloir ça. Je dois dire que j'ai pas eu le temps, parce que c'était en même temps qu'on était en train de créer notre structure d'édition, mais on a participé autant qu'on pouvait, en tout cas financièrement et dans le poids qu'on pouvait être parfois dans certains trucs, à la création de ce syndicat, et on est très content qu'il existe. Voilà. Alors c'est une maison de chanoine ici. Alors Trois Christ, c'est un projet qui est une idée de Valérie dès le départ, sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Je vais être le dessinateur principal, il y aura l'aide de Fabrice No. En fait, Trois Christ tourne autour de l'invention du Saint-Suaire, donc une des reliques chrétiennes les plus célèbres. Et cette invention a été sujet à caution très longtemps et encore de nos jours. Et moi je dessine ça dans un style assez gravure à l'ancienne, donc c'est visuellement même de ma part un projet très différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Pourquoi faire une histoire médiévale ? Ce genre de choses. C'est vraiment totalement fascinant. Je suis, oui, un grand amateur de science-fiction. J'adore parler de politique future à travers la SF. Mais je veux dire, j'ai aussi un historien en moi, quelqu'un qui adore la culture humaine, les formes d'art qu'elle a développées, etc. Et j'ai toujours eu envie de faire un péplum aussi, des choses comme ça. Donc ça... c'est clair que je ne suis pas un auteur de science-fiction, je suis aussi un auteur de SF. Voilà.
dessinée, c'est des livres qui se lisent très bien en utilisant l'image. Donc c'est tout bête, hein. Ça fait un peu gnangnan de le dire comme ça, mais souvent on l'oublie. On est dans la tradition égyptienne où on écrit avec des images. Souvent on nous parle de cinéma, on nous parle de tas de choses pour la bande dessinée. Moi je sais que je fais du livre, je fais de la lecture, et de la lecture en images. Il s'avère que le texte et l'image se mélangent, mais c'est de la lecture en images.